Bonjour à tous et à toutes, merci d'être avec nous pour cette deuxième partie d'épisode avec Marc Herpoux. Alors si vous n'avez pas encore écouté la première partie, bah, allez-y parce que un, ça vient avant 2. On parle de L'Embrasement, un téléfilm Arte que Marc a écrit au tout début de sa carrière et qui a été incroyablement formateur. Et n'oubliez pas, si vous appréciez notre podcast et ce qu'on fait, bah, faites-le nous savoir en mettant des étoiles, des commentaires, en partageant et en nous suivant sur les réseaux sociaux. Et je vous laisse avec Marc Herpoux. Très bonne écoute. Scriptology, Scriptology, c'est parti, c'est maintenant. Rentrée, vous êtes allés filmer, là-bas. Tu me disais un petit peu en amont que ça s'est pas forcément bien passé. Est-ce que tu peux nous raconter ça, de l'intérieur, Ouais, non, ça s'est très bien passé parce qu'on a fait encore une fois Ah pardon, j'avais ah oui, oui. Non, non, ouais. par contre, c'était dingo, mais c'était dingo Alors de on veut des anecdotes, on veut du croustillant. oui, oui, hein, écoute, non, non, moi déjà, il y avait un truc, déjà personnel. Moi, je viens pas de ces banlieues, je suis, un pauvre né à Nice, donc né dans une ville riche, mais j'étais dans la banlieue niçoise, donc c'est qui est pas du tout la même chose que la banlieue, parisienne, pas du tout, c'est très différent. Mais en tant que bon pauvre, quand je suis monté à Paris, je me suis retrouvé évidemment en banlieue, à Trappes, parce que, juste en face des Merisiers, juste en face du commissariat qui avait cramé à l'époque dans les années 90. Donc j'ai vécu pendant 3 ans, dans un HLM, tout pourri, mal isolé avec, des mecs avec des pitbulls. C'était la grande époque des pitbulls, c'était le début des pitbulls. Et donc, il y avait des pitbulls partout, c'était quelque chose. Il y avait des seringues aussi dans les halls d'entrée. Enfin bon, tout ça, donc je connais, mais du coup, je connais sans le clicheton. Ça, c'est très important. Et parce qu'en fait, dans le film de banlieue, il y a aussi beaucoup, beaucoup de clichés. Donc, et on a souvent tendance à pas trop vraiment parler de ce qu'est, enfin, ça dépend des films, mais de ce qu'est véritablement la banlieue, c'est toujours un petit peu ramené à la violence, la drogue, le machin. Bon, alors qu'il y a vraiment d'autres histoires, dans la banlieue. Donc il s'agissait de raconter aussi un petit peu ça, à travers donc la parole, de ces jeunes qui me racontaient. Donc je savais très bien de quoi ils parlaient puisque moi-même, j'y avais vécu, donc je voyais très bien. Alors c'était pas Clichy, c'était Trappes, bon voilà, et je savais très bien d'où il venait. Et donc, derrière, c'est ce qui a permis de créer le personnage d'Ahmed. C'est pour ça que tu vois, c'est vraiment ce côté choral, c'était montrer la société. Donc, pas que Muettine, pas que la victime, aussi le personnage comme ça, qui fait partie, qui fait partie des impressions. Il y avait une volonté un peu de faire aussi un film impressionniste, tu vois, où on met comme ça différentes impressions, de plein de choses Mmh. pour donner une espèce de portrait émotionnel, c'est juste. Donc c'est ce jeune qui me raconte, «Ouais, mais tu sais, c'est pas facile, sans si tu vends pas le shit, machin, comment tu fais? Moi, ma mère, machin», et donc il commence à me raconter, que quand il donne l'argent, faut pas croire, ma mère, des fois, elle me fout des claques parce que je reviens avec du pognon, et donc elle me met des claques parce que j'ai du pognon. Elle sait très bien d'où il vient le pognon et en même temps, elle en a besoin. Alors du coup, j'ai trouvé une combine, je lui mets l'argent dans le portefeuille. Dans son portefeuille, ça c'est dans le film. Je mets l'argent Oui, dans oui, son parce portefeuille. elle est incroyable cette scène. On pense que le gosse, il va voler, de l'argent à sa mère et en fait, il lui en donne. Ouais, ouais, Et ouais, ça il c'est met l'argent dans son portefeuille. Je dis: «Mais alors du coup, tu faut pas non plus la prendre pour une idiote. Elle sait bien que le pognon que tu as, que tu lui mets dans le portefeuille, elle sait bien que ça vient de toi». «Ouais, ouais, mais elle dit rien». Je dis: «Du coup, elle te met pas la claque?» «Bah non». Elle fait c'est comme si elle avait pas vu. On sait bien. Si je lui donne l'argent de la main à la main, elle se sent obligée de jouer la mère et: «D'où il vient cet argent?» et elle me mettre une claque. Là, elle peut faire celle qui a pas vu parce qu'elle en a besoin. Elle en a besoin de cet argent. Donc elle a pas vu. Donc tout le monde fait celui, tu vois? Ça, c'est super intéressant. Ça, c'est de la banlieue dont on parle pas. Et que encore une fois, je connais pour avoir été, quelqu'un de pauvre, à Trappes, et cetera. Donc, moi, encore une fois, j'ai pas passé mon est-ce enfance, ce que qui change quand même les cette choses. expérience-là, elle t'a aidé à dire oui au film? Peut-être pas dire oui, mais en tout cas de sentir peut-être pas ça, parce que franchement, j'y ai pas pensé à ce moment-là. Mais par contre sur, attention aux clichetons. Attention aux clichetons. Oui, on peut montrer des jeunes qui dealent, ça existe. Oui, on va parler des mecs qui ont pas laissé les pompiers rentrer, c'est vrai. Donc c'est mais attention aux clichetons.
Attention au côté trop appuyé, qui veut démontrer quelque chose sur la jeunesse, attention aux clichés, même des fois avec, des trucs qui se veulent, par exemple antiracistes, mais qui sont lourdingues. Le message est lourdingue, il est bien pensant, il est attention à tout ça. Je pense qu'on fait des plus belles choses quand on se frotte au réel avec la complexité du réel et ça n'empêche pas de enfin, à aucun moment le film ne donnera l'impression qu'on est pro Sarko et que les flics sont super et je pense qu'on peut faire des trucs où on se fait très bien entendre sans nuire à la complexité. Donc il y avait cette dimension, attention à la représentation de la cité. Ensuite, derrière, il s'agissait de tourner dans la cité. Donc, il s'agissait d'avoir les jeunes de la cité avec nous. Et donc là, je dis, il n'y a qu'une solution, c'est qu'il faut qu'ils sachent qu'il y ait des gens, des personnes clés, donc les gens de l'association, le frère de Traoré, ce genre de personnes, Muettine, etc., qui savent le film qu'on va faire. Si eux savent le film qu'on va faire, Philippe sera jamais emmerdé. Donc, il faut qu'ils sachent le film qu'on va faire. Et là, première réaction, une réaction très, 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 liée au métier. Je le dis pour ceux qui nous écoutent. «Ah mais on va pas faire circuler le scénario». Première réaction. «Et pourquoi donc?» C'est quoi le risque? Voilà. «Et pourquoi donc?» «Ah mais non, non, ils vont commencer à donner leur avis». «Bah oui, bah c'est bien». «Ah mais non, mais on va pas commencer». D'un seul coup, c'était ils donnent leur avis, on va devoir prendre tout. Non, non, c'est très bien. Moi, en tout cas, ça me dérange pas de tenir tête à même à Sékou Traoré ou quoi et à dire: «Non, non, ça c'est notre film, ça doit rester le film». Alors, il y avait tout ce qui le concernait lui. Mais là, où est le problème? C'est lui. Si lui, il dit: «Moi, j'ai pas envie, moi, je parle pas». D'ailleurs, ce qui a été le cas. Siaka Traoré est le seul alors c'est super drôle parce qu'il a pas du tout remis en question la scène, il a remis en question sa façon de parler. Je trouve ça génial. Donc il m'appelle, je l'ai au téléphone et il me dit: «Ouais, tu me fais parler d'une façon, moi, je parle pas comme ça». Bon, je le connais pas donc tu vois? Donc je lui dis alors moi je pensais que c'était lié au propos, tu vois? Au contenu. Non, non, c'était vraiment lié à la manière de parler et donc il me corrige et oui, par exemple, je dis pas: «Salut», je dis: «Bonjour». OK, bon, ah attends, tu sais quoi? Comme je voyais que ça allait tenir de ça, j'ai dit: «Attends, je vais ouvrir le document, enfin le draft, tu vois? Et tu vas me dire», tu sais, je l'avais au téléphone Avec comme ça, «C'est moi, toi». tu vas me dire et je vais le faire en direct, tu vois? «Ah bon, OK». Et donc, on a corrigé. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est comme ça que lui, il dit qu'il parle. Bah, très bien, mais lui, il parle comme ça, tu vois? L'acteur, va d'autant plus pouvoir s'inspirer de lui. Il l'a rencontré évidemment que, bah, d'un seul coup, en fait, c'est même lui qui est allé dicter la forme des dialogues. Encore s'il avait touché à un propos ou quoi, on aurait pu commencer à débattre, mais même pas, tu vois? Et en fait, ça s'est très bien passé. Quelques personnes, le scénario a pas fait le tour de la cité. Après, peut-être qu'il l'a fait, on n'est pas au courant, ça c'est autre chose, mais il a pas fait le tour de la cité et il y avait quelques personnes clés qui étaient au courant d'aller ce qu'allait faire le film et ben, ça change tout. Parce que quand Philippe est arrivé pour tourner, même toutes les équipes, les premiers qui ont commencé à foutre un peu le bordel, parce qu'il fallait s'y attendre, genre: «Ah, c'est pour un clip, c'est quoi le clip?» et puis on va faire chier, on va mettre de la musique à fond pour empêcher la prise de son, et cetera. On pouvait s'y attendre, on s'y était préparé à ce genre de problème. Mais là, on savait très bien qu'il allait y avoir des gens de la sauce ou quoi, qui allaient les voir et qui allaient dire, «Mais ça va pas bien ou quoi? Ils sont en train de faire un film sur Zied et Bouna. C'est tout le respect que vous avez pour Ziad et Bouna? C'est de les emmerder? Alors qu'ils sont en train de faire un film sur les jeunes?» Et là, d'un Donc seul et tu coup, fait quoi là? ça calme tout le monde. C'est hop, ça passe très vite, ça va très vite. Non, non, faut pas attends, là, faut pas faire les cons. C'est pas un clip, c'est pas un truc, mode sur la cité, c'est non, non, c'est un film sur Ziad et Bouna. Il y a des gens qui ont lu le scénario, ça défend, les 2 gamins. On va pas faire les cons. Et donc, le tournage, du coup, s'est très bien passé. Et là, encore une fois, c'est un choix que moi j'ai fait, de vraiment d'insister sur: «Non, non, on fait circuler le scénar». Il y a aucune raison d'aller le cacher. Après tout, Jean-Pierre Mignard, le premier, il avait lu le scénar. «Ah oui, mais c'est un avocat». Bah et alors?
Il a lu quand même le scénar, il a lu son personnage, ce qu'il disait. Si à un moment, Jean-Pierre avait dit: «Ah non, mais moi, j'ai pas envie que tu me fasses dire ça alors que je l'ai jamais dit» ou je sais pas quoi, ben j'aurais rectifié direct. Donc, heu, tant que ça nuisait pas à ma vision à moi, tu vois? C'est pas je prends tout et n'importe quoi, c'est faut pas que ça nuise à ma vision du film. Mais à partir de là, pour moi, c'est que, ça arrange, ça colle beaucoup plus. Après tout, c'est leurs noms qui sont cités. Il faut quand même pas oublier ça. C'est bel et bien, Siaka Traoré, Jean-Pierre Mignard, Muettine. C'est pas des noms, c'est pas comme dans Sambre où on a changé les noms et on a fait notre soupe. On a respecté l'affaire, mais on a fait notre soupe. Les personnages sont complètement inventés. Là, c'est pas le cas. Les personnages inventés sont uniquement la flic, le journaliste et le jeune Ahmed. Mais attention, il y a très peu de scènes inventées dedans. C'est des personnages inventés, mais en fait, à un moment ou un autre, il y a des flics qui ont vécu cette scène, il y a très, très peu de scènes. Je viens de le dire, il y a la scène entre la rencontre entre Thierry et Godard et Nathalie Besançon, il y a très peu de scènes et franchement, il y a même la scène d'Ahmed là, bah, par exemple, c'est pas une scène inventée. C'est une scène qui m'a été rapportée et que j'ai mis parce qu'elle dit quelque chose de ces jeunes, de leur rapport, à la société, à la manière dont on les regarde et cetera et cetera. Et du coup, le tournage s'est, super bien passé après ça, 0 problème et heureusement parce que de toute façon, ça aurait été impossible. S'il y avait eu un pet, il avait tellement peu de il m'a impressionné, Philippe. Là, c'est là que tu vois quand même, tu as des heures de des heures de vol, des heures de bouteille, hein, parce que même si c'est un téléfilm et cetera, oui certes, mais en attendant, enfin, c'est une prouesse incroyable, ce qui a été fait, et comment, il arrivait même à me dire: «Voilà, ça, tu vois, je vais pouvoir le faire à la grue, donc tu peux le penser comme ci, comme ça. Ça, par contre, j'aurai pas le temps, Marc, je suis désolé, ta scène, elle est bien, mais il faut que tu arrives à machin, ça va me prendre 2 heures». Il devançait tous les problèmes qui allaient être rencontrés sur le tournage, donc et encore une fois, il a fait les repérages et les dépouillements ont été faits pendant l'écriture. donc vous étiez, ouh là, tout fait tomber. Vous étiez synchronisés? Lui, toi, tu as pris de lui aussi pendant l'écriture, Oui, oui, pour oui, oui, t'aider? oui. Sur tout ce qui était lié au tournage, aux comédiens à laquelle il commençait à penser et cetera. C'était oui, oui, c'était déjà, il y avait des c'est vraiment des allers-retours. Il a pas jamais pris la plume, hein, il a pas écrit une seule ligne du scénar, mais par contre, on se tenait au courant. Bah, là, c'était impossible de le faire autrement. Là, pour le coup, je pouvais pas écrire mon truc et puis après lui donner, c'était pas possible. Donc c'était vraiment, un working progress, commun où je lui disais, «J'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça» et puis, donc je lui écrivais, des fois, ben, en fait, j'étais vraiment obligé, ce ça me mais je l'ai franchement, je l'ai pas refait avec personne. D'envoyer, je sais pas, j'écrivais, 10 pages, que ce soit, 3 pages de traitement ou 10 pages de scénar, j'avais écrit ça dans la journée, je lui envoyais. Donc il lisait, la V0, même pas une V1, c'est une V0 et puis, il me faisait des retours, quoi. À la fois formels, et à la fois, formels dans le sens, par exemple, «Ça Marc, tu t'en mets trop», par exemple, l'histoire avec les flics, tu vois? Ça c'est tu es trop proche du PV, les gens vont pas y croire. Même si c'est le réel, les gens vont pas y croire. C'est ça la question de la crédibilité, est-ce qu'on a envie d'y croire? Mmh. Donc du coup, je lui faisais confiance, parce que ce qu'il me disait, je voyais bien que c'était intelligent et que c'était pas juste un avis comme ça personnel. Il était capable de m'expliquer quoi, qu'est-ce, comment. Ça pouvait être donc ce type de truc, comme ça pouvait être: «Ta scène, elle est trop compliquée à tourner avec le quelque temps que je vais avoir devant moi, je vais pas pouvoir faire une scène comme ça. Donc est-ce que tu peux la revoir, je sais pas, la rendre plus courte ou changer de décor ou essayer de réutiliser un décor qu'on a déjà? Parce que là, il y a trop de décors» et cetera. Donc ça pouvait être vraiment, lié à plein de choses différentes, de la machinerie, qu'on n'aura pas ou par rapport au budget ou au temps de tournage, parce que dès que tu mets de la machinerie, de suite, ça augmente les temps de tournage et cetera et cetera. Donc ça c'était vraiment, ouais, ouais, c'était des allers-retours constants entre lui et moi et donc toute l'équipe est partie avec, le traitement du film et pas le scénario, heu, parce qu'ils ont démarré en juin, ils ne pouvaient pas démarrer, donc ils ont démarré en juin avec le traitement et moi j'étais en train d'écrire la V1 du scénar et ensuite ils ont comment donc au fur et à mesure que la V1 du scénar s'écrivait, bah, ils recevaient, hein, l'équipe recevait comme ça la V1 du scénar, donc ils avaient un petit peu plus donc j'ai des traitements très élaborés pour être franc, hein. Ils sont très, très c'est quasi des scènes à scène, bon, tu mets des en-têtes de lieux, mais il y avait quand même des fois où il y avait quand même des dimensions un peu littéraires
Des fois, ils me demandaient, ça, à quoi ça va ressembler. J'étais là en train de dire: «J'écoute, j'en suis pas encore là, mais dès que je sais, je te le dis». Et donc dès que je savais, ben, dès que ça avait hop, j'envoyais. Donc des fois, c'était même pas écrit toujours dans l'ordre, parce qu'il y avait des choses dont ils avaient besoin. Mmh. Le traitement a été écrit dans l'ordre, mais le scénar, des fois, il y avait des choses dont ils avaient besoin, donc je veux privilégier ces scènes-là en m'autorisant: «Attention, ça peut peut-être bouger», heu, pendant l'écriture. Quand on t'entend parler, on a l'impression qu'il y a une espèce de presque d'efficacité salvatrice. Est-ce que tu souhaites pas des fois que tous les films soient faits comme ça? Peut-être pas aussi rapidement, mais quelque part, qu'on soit déjà dans l'action dès l'écriture, Moi, il y parce a qu'on a vraiment l'impression que le les temps sont très longs, on écrit, on réécrit, on réécrit, on réécrit, ce qui est super, mais est-ce que parfois on n'a pas envie que allez c'est à double tranchant, je fais attention de ne pas en faire une règle. Il y a des trucs dont j'en fais une règle. Par exemple, maintenant, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ça fait longtemps, Embrasement et Les Oubliés avec Hervé, je fais venir le réalisateur sur un traitement, pour aller dans le sens de ce que tu dis. Je fais venir un réalisateur. Ça sert à rien de prendre un réalisateur à la dernière minute, c'est complètement con. Le scénar est pas encore écrit, mais il écrit pas une ligne, c'est pas un problème. C'est pas le souci. Il lit le traitement, est-ce que ça lui plaît, ça lui plaît pas? Oui, il fait une promesse, comme ça de principe. «Écoute, ouais, ouais, ça m'intéresse de travailler sur ce projet, ça m'intéresse de» et cetera. Très bien. Et à partir de là, est-ce que tu t'engages, à ce que je te fasse lire, un IV0 ou à ce que je puisse discuter avec toi de certaines choses, parce que du coup ça l'implique, ça accélère un peu le process parce que d'un seul coup, ben, on pense direct, très concret. On n'est pas en train de faire son film virtuel dans la tête qui peut être absolument n'importe quoi, on sait pas le budget, on sait rien, c'est complètement voilà, là ça te met sur du concret. Ça le réa, du coup, il peut te dire aussi: «Ah moi, tu sais, ce genre de scène, c'est pas mon truc» et des fois, tu peux le challenger. Ça s'est joué avec l'embrasement sur l'épisode 4 avec la scientifique. Il y avait des espèces de flashs, de trucs mémoriels, et cetera qui sont sur Sambre, tu veux dire? oui, sur Sambre, qui sont pas, oui, excuse-moi, qui sont pas, des choses que Jean-Xavier aime faire. Lui qui est très dans un truc très social, à la Pardon, qui vient du docu et cetera. Là, c'était un peu de la fiction thriller. Il avait très, très peur, de faire cette chose-là. J'en ai enlevé, mais je voulais à tout prix en garder. Je lui ai donné des références, de films à voir et cetera et en fait, il était content d'avoir réussi et ce qu'il a fait était vachement bien, formellement et en fait, donc c'est bien. Ça marche dans les 2 sens, tu vois? Il s'agit pas encore une fois, de devenir un béni oui-oui, mais par contre, c'est très concret. C'est: «Bah, écoute, moi, ça, j'y tiens, essaye, après tout, en tant que créa, vas-y, va aussi sur des terrains qui sont pas forcément les tiens, je veux bien faire des efforts, mais fais-en aussi de ton côté» et de l'autre côté, «Ouais, mais Marc, tu te rends compte, là, tu te rends pas compte, mais c'est pour moi, c'est 4 heures de travail, c'est toute une matinée, toi, tu as l'impression que c'est simple, Est-ce que ça vaut le du coup? coup» voilà et du coup, il va m'expliquer en quoi ça va être compliqué. Et donc moi aussi, j'apprends des trucs. J'apprends des trucs sur la réalisation, c'est pas la même chose que de pas réaliser soi-même, mais du coup, j'apprends des trucs, j'apprends que ça, c'est compliqué, pourquoi et cetera. Donc il y a, ça, c'est des choses qui accélèrent le process, ça rassure tout le monde, hein. Ça rassure la prod, ça rassure la chaîne, et cetera, parce que d'un seul coup, tu as un package qui commence à se mettre en place et ça accélère le process, c'est très concret. Voilà. Après, sur la question de la gestation, faut quand même faire attention parce que c'est un truc aussi rêvé des producteurs que ça aille très, très vite. Et en même temps, faire attention, tu vois? Il y a eu quand même pas mal de produits Netflix, pour le dire comme ça, qui se sont pété la gueule parce qu'ils voulaient à tout prix les 18 mois, mais ils en sont revenus, mais à l'époque, c'était le grand truc, de Damien Couvreur, hein, 18 mois, 18 mois, 18 mois pour pondre une 18 mois de du pitch à l'antenne. à l'antenne. Tu te rends compte? Alors on parle pas d'une saison 2. Moi, la saison 2 des Témoins, je l'ai écrit en 1 an, 12 mois, heu, du début vraiment jusqu'à la je parle d'écriture. Là, tu inclus en plus le tournage, machin, blabla. Et Ouais, c'est ouais, comment? Une première saison. Donc, tu as l'ADN de la série. Pas pareil d'écrire une saison 2 dans lesquelles tu reprends tout un tas d'ADN qui ont déjà été brainstormés, dans la première saison. Là, tu dois tout inventer. Bon, bah, ça a donné des trucs qui
tu sentais que c'était franchement, tu voyais bien que tu avais ni affaire à des mauvais scénaristes, ni affaire à des mauvais réals, tu as affaire à un truc qui a pas été pensé, qui a pas pris le temps d'être pensé. Donc honnêtement, ça aurait pu être merdique, l'Embrasement. Je le dis franchement, ça a été, tant mieux pour moi parce que ça m'a encore une fois, ça m'a amené vraiment de la confiance et cetera, mais c'est quand même unique et ça a été unique sur l'écriture, ça a été unique sur le tournage, ça a été unique sur la projo, l'avant-première et Alors qu'est-ce qui s'est passé sur cette avant-première? Parce que tu nous en as déjà parlé. bah, c'est la seule avant-première où je me suis fait vraiment caca dessus parce que tu as pas du tout eu qu'une dimension, est-ce que j'ai fait un bon film ou pas? Heu, L'avant-première se fait à Clichy, évidemment, ce qui est quand même la moindre des choses. Donc avec toute la population, les parents, de Zied, les parents de Bouna, Muettine, bon, il y a que les flics qui sont pas venus, le maire, tous les jeunes qui connaissaient, qui étaient copains avec enfin, enfin, là, tu te dis, au-delà du film, est-ce qu'il est réussi ou pas? Tu te dis: «Est-ce que comment ça va être reçu, quoi?» S'il faut, je vais me faire insulter à la fin du Tu as eu truc. peur de mal les avoir Ah ouais. représentés? Ah ouais, ouais. Ah ouais, vraiment. J'ai eu ouais, non, non, franchement, j'étais en plus, tu sais, j'avais le maire là, j'avais les parents juste derrière. Ça, c'était un Là, on te voit dans ton fauteuil comme ça. ah, mais très clairement, tu descends, tu descends, tu descends, tu évites de trop regarder, tu descends. Et il y a un moment où, c'était sur une image très éclairée. J'ai fait exprès, j'ai profité de ce moment où il y a un jour qui pète, je me suis retourné, parce que d'un seul coup, ça éclaire la salle. Je me suis retourné, je voulais voir les visages. Voilà. Et alors, pas tout à fait les visages qui étaient derrière moi, parce que là, c'était les parents, ça je voulais pas trop quand je voulais pas. Surtout que j'entendais pleurer derrière, donc je voulais pas. Mais j'ai regardé comme ça, tu vois? Juste, comme ça, tu vois? En diagonale. Et là, j'ai vu, des gens, complètement pris par le film. Donc là, déjà, ça m'a rassuré et ensuite, à la fin, quand les lumières se sont rallumées, j'ai regardé le public. Là, j'ai vu tout le monde en larmes et là, je me suis dit: «Bon, non, ça si ça avait pas plu, il serait pas en larmes. Il serait très en colère», donc là, je commençais à me lever, à aller un petit peu, dans la foule, on va dire, tu vois? Avec, un truc un peu sécure. Il y avait Edu Plenel qui était juste à côté de moi aussi, qui m'a félicité. Donc là aussi, je me suis dit: «Bon, quand même, ça partait alors de son livre, hein, c'est pas en tant que tel, c'est un Mmh. il aurait voilà, il aurait pu dire, qu'est-ce que c'est que ce surtout qu'il est pas facile et du Plenel, donc voilà. Donc là, d'un seul coup, ça a été, bon, je savais que j'étais en «terrain, ami» entre guillemets et donc j'ai pu y aller beaucoup plus tranquille et tout après tous les gens sont venus. C'est hyper, hyper, hyper émouvant donc bah, je pourrais pas revivre ça, toi-même avec Sand, il y a eu plein, plein de femmes qui envoyaient surtout à l'actrice, tu vois? Surtout à Alix Poisson, qui envoyait des petits messages. Mais c'est pas pareil que d'être là en présentiel, avec, tous les gens qui avaient connu ces jeunes, je pense que je vais jamais revivre une expérience comme celle-là. C'est pour ça elle est unique, elle fait partie de mon histoire d'auteur et je revivrai jamais un truc aussi dingo où, tout est fait pour que ça se passe mal et ça se passe bien. L'écriture rapide, un réa que tu connais pas, ça aurait pu ne pas matcher. Enfin, il y aurait pu y avoir un tournage qui aurait pu super mal se passer, vu les circonstances, avoir un truc, à la fin, assez honteux où tu as tous les gens dans la salle. Enfin, toi, ça aurait pu être une absolue catastrophe. C'est vraiment de Toi, tu l'avais refait déjà vu, ce jour de l'avant-première, tu l'avais déjà vu le film? oui, oui, Ah, tu mais l'as pas découvert, non, non, je l'ai pas découvert, Philippe m'avait donc tu invité, savais, est-ce mais que toi déjà tu étais content à ce oui, moment-là du oui, mais résultat? c'est quand même pas la même chose de voir un film sur une table de montage, sans public, sans rien, heu, de le découvrir comme ça, dans un espèce d'entre-soi et puis de le bon, tu es content du film, tu vois? Moi, j'étais content du film, mais maintenant, comment ça va être reçu, heu, des fois, tu as des Oui, non, ça surprises. n'empêche pas la trouille, hein, mais je veux dire au moins toi tu Oui, savais ce non, que non, tu avais quand même. tu étais déjà, content, Non, quoi. non. Non, 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 quand même. Puis ça, c'est pareil, quand tu développes une complicité avec un réa, tu pas complètement exclu de la post-prod, tu vois?
Ça aussi, c'est un bon côté. Tu peux pas à partir du moment où tu as fait rentrer lauréat dans ton processus d'écriture, lui, il va te le faire rentrer dans le processus de montage, tu vois? Il va te demander, alors ça veut pas dire que tu seras là, bon, avec Hervé, c'était un peu particulier parce que, c'est un pote, vraiment, et puis on était dans une coécriture et cetera. Mais, que ce soit Philippe ou que ce soit, Jean-Xavier ou quoi, ils me faisaient venir une fois qu'ils avaient un truc qui pour eux, était présentable. Alors ils savaient qu'il y avait encore des choses à revoir et ils demandent ton avis, voilà, c'est un work in progress, mais qu'est-ce que tu en penses? Tu vois? Bon, donc j'étais pas au montage, vraiment, comme j'ai pu le faire avec, des fois avec Hervé, mais vraiment où presque tu donnes ton avis en même temps que tu montes. Mais je rentrais quand même dans le processus, donc du coup, j'avais quand même un suivi, même, des rushs et cetera que j'avais vus, quoi. Il y avait quand même des choses, je savais un petit peu à quoi ça allait ressembler. Mais encore une fois, c'est la projection en salle, et avec cette salle-là, c'est quand même quelque chose, d'un seul coup, la réception du film change complètement, quoi. Tu as une réception qui est plus du tout la même, avec des enjeux d'un seul coup qui n'ont plus rien à voir avec des enjeux de qualité dramaturgique ou esthétique ou donc tu as des enjeux ailleurs qui se jouent, est-ce qu'ils vont le prendre comme étant, une insulte ou tu vois? Mais même pour le jeune muettine qui se voit, enfin, tu vois? Ah oui, non, c'est tendu, ça, c'est sûr, hein. Mais ça t'a pas empêché de renouveler un petit peu, bah, tu t'en parlais avec Sambre, renouveler un petit peu l'expérience de prendre, voilà, des faits réels très graves? Parce que j'ai entendu, pas plus tard que la semaine dernière, quelqu'un citer Sambre, enfin un scénariste, citer Sambre, dans un podcast en disant que lui serait incapable de s'attaquer à un sujet pareil, de peur justement de dénaturer ou de pas, retransmettre, enfin ce dont tu parles là tout de suite. C'est-à-dire que les gens se voient et sont pas contents quoi et donc toi ça t'a, bah, justement peut-être parce que ça leur a plu, te Ouais, là-dessus, ouais. moi déjà, je pourrais pas écrire sur des personnes, enfin sur, pas des questions de personnages parce que le personnage d'Enzo est un personnage, détestable dans Sambre, il est inspiré directement de Dino, hein, donc mais la série, le traite, tel qu'il doit être traité, j'ai envie de dire, ni comme un monstre, ni non plus comme un personnage: «Ah bah, il a fait ça, c'est pas très grave». Ouais, c'est vraiment, c'est essayer de traiter l'humanité et déjà il y a le sujet, hein. Est-ce que je suis en accord avec ce que peut dire, le point de départ, l'œuvre, le point de vue? Heu, je ne ferai pas, je n'écrirai jamais Bac Nord, tu vois? Voilà, ça c'est important. Si demain je devais faire un film sur la police, ça serait pas Bac Nord. Ce que dit Bac Nord ne me plaît pas du tout. Voilà. Je trouve que ça cherche c'est trop complaisant vis-à-vis des problèmes, qu'il peut y avoir aujourd'hui, je ne nie pas, ce qu'ont vécu ces personnages, c'est inspiré d'un fait réel, hein. Je ne nie pas ce qu'ont vécu ces personnages, ce sentiment d'injustice qu'ils ont eu et cetera. Mais aujourd'hui, non, moi j'écris pas ça. Parce que là, ça dit quelque chose, c'est pas pour rien que toute l'extrême droite a adoré ce film. Bon, même si lui, dit qu'il a pas, Giménez dit ou non, mais j'ai pas fait ça dans cet esprit-là, pourquoi pas, hein, je le crois volontiers. Mais le fait est que c'est un petit peu, si c'est pas le cas, c'est un petit peu naïf. Parce qu'aujourd'hui, c'est évident qu'un film comme ça, va servir un certain discours. Donc il y a quand même ce que dit le film et après et en plus le film est très bon, hein. Bac Nord, c'est très bien écrit, très bien réalisé, très bien joué, enfin le film, d'un point de vue esthétique, il y a rien à redire, hein. C'est inspiré de William Friedkin, tu vois l'inspiration William Friedkin, c'est très assumé, c'est formellement très réussi et cetera. Donc il y a ce que dit le film et après dedans, une fois que je suis d'accord avec ce que dit le film, il y a l'humanité qu'il va y avoir. C'est-à-dire, oui, à partir du moment où je vais traiter de la mort de Zied et Bouna, je vais devoir parler des flics. Mais alors on va en parler, avec, humanité. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut donner raison à tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent et toute leur manière de voir les choses et cetera. Mais par contre, cette personne, que j'ai rencontrée, cette flic, maghrébine et cetera, bah, c'était quelqu'un,
dont je partageais une certaine douleur et cetera. Je suis évidemment absolument contre, ce qu'elle en tire comme conclusion et tout ce qu'elle raconte qui est absolument n'importe quoi. C'est pas moi qui vais lui faire entendre raison. Maintenant, elle a son vécu et il s'agit d'être honnête avec ça et on peut être honnête avec le vécu de quelqu'un sans lui donner raison. Mmh. Heu c'est voilà, il s'agit d'être honnête même avec le vécu de Enzo, il s'agit d'avoir de l'empathie. L'empathie, c'est pas de la sympathie. L'empathie, c'est être capable de te mettre dans les baskets de quelqu'un, même quand tu es pas d'accord avec lui, même si tu aimes pas les conclusions qu'il tire, si ce qu'il fait est vraiment pas bien, c'est le moins qu'on puisse dire, voire atroce. Mais tu es capable de comprendre. Ça, c'est une très jolie phrase de Spinoza, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, qui dit, «Il s'agit pas de railler, de déplorer, de haïr, il s'agit de comprendre». Et c'est ça le point central, je trouve, pour un auteur. Ça après, tu vas mettre ton point de vue. Encore une fois, Bacnor a un point de vue qui est pas du tout celui, que je partage, hein, absolument pas. Mais sa réussite, par contre, il est dans le fait d'avoir réussi à faire de ces personnages humains, qui fait que je suis rentré dans le film, alors que je passais mon temps à dire: «Ah putain, quand même, ah putain, quand même». Mais je rentre dans le film est réussi, il faut pas du tout, juger, le regard personnel que je porte dessus. Le film est réussi. Maintenant, voilà, c'est bel et bien la même méthode que j'utiliserai, mais pour un autre point de vue. Donc c'est pour dire, c'est quand je dis traiter l'humanité, c'est pas porter un regard neutre, ça n'existe pas un regard neutre, ça n'existe pas. À partir du moment où tu vas commencer à raconter une histoire, il y a un début, un milieu, une fin, donc tu as ton regard à toi d'auteur automatiquement dedans. Il s'agit de faire confiance à ce regard-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as ce regard-là, on parlait de David Simon, la force de David Simon dans The Wire, c'est qu'il va jamais, il te fait jamais du manichéisme. Il est jamais là pour te dire: «Regarde comment j'ai raison, regarde comment j'ai raison». Quand il traite un capitaliste d'entremets, on sait très bien que c'est très rare aux États-Unis d'avoir un auteur marxiste. Il le revendique, il l'est. Donc c'est quand même très rare de voir d'auteur marxiste aux États-Unis et qui le revendique publiquement. Bon, bah, quand il fait Tremé, il va te faire un personnage de capitaliste, mais qui est absolument génial et à laquelle tu adhères. Alors tu adhères. Le regard critique est là. Mais le personnage, tu crois. Margin Call, c'est pareil. Le Margin Call, tu prends cette histoire qui est quand même inspirée de la chute de Lehman Brothers, tous les personnages, tu as envie d'être avec eux quand même, alors que tu sais très bien quel est le regard d'auteur qu'il y a derrière. C'est comme The Big Short, il est pas en train de dire: «C'est formidable, c'est regardez la spéculation financière qui va foutre à la rue des millions de gens, comme c'est génial, parce qu'une petite poignée a réussi à sauver ses billes, voire carrément à s'enrichir avec». Heu donc le regard de l'auteur, tu l'as, mais tu es pas dans le manichéisme, tous les personnages sont accessibles, tu as de l'empathie pour tous les personnages, même quand ils ne sont pas sympathiques et c'est ce que j'essaye de faire. Après, je dis pas que je réussis mon coup à chaque fois, mais en tout cas, je pars sur comme ça, des œuvres inspirées du réel. À partir du moment où je me dis: «C'est ça que je vais raconter» et à partir de là, attention Marc, ne sois pas manichéen. C'est ça que tu vas raconter, mais sois honnête. Sois honnête sur ce qu'on te raconte, mets des choses qui, a priori, pourraient ne pas aller dans ton sens. Par exemple, le personnage de Nathalie Besançon, mais qui, en fait, est nécessaire pour comprendre la complexité du réel. Parce que s'il y a bien un truc que n'acceptent pas les adaptations de faits réels, c'est l'absence de complexité. Parce que tu l'acceptes pas en tant que spectateur, parce que tu sais que dans la vie, c'est plus compliqué que ça. Et donc, si d'un seul coup, on te met un truc, très simpliste avec des personnages, qui ressemblent à des espèces de stéréotypes tout droit sortis de contes, bah, tu crois pas. Tu es là, en fait, donc tu sors, tu dis: «Ouais, bon, oui, OK, il va me faire passer son truc», mais et moi-même, des fois, je sors sur des projets qui alors là, pour le coup, partagent mes idées. C'est-à-dire que je vais être honnête, je vais dire, je préfère Bac Nord dont je partage pas du tout les idées, à un film, de quelqu'un qui est en train de dire quelque chose dont je suis très, très proche, mais les personnages sont caricaturaux, les situations sont démonstratives, tout est un peu, surligné et j'ai pas besoin qu'on me dise en tant que spectateur ce que je pense, parce que je Mais dois c'est pas. vrai qu'on sent chez toi une certaine, gravité, dans le sens où tu as à cœur, voilà, de représenter cette humanité-là et de pas jouer avec. Parce qu'on peut aussi, alors je sais pas, bon après, je pense à un film, qui représente rien de réel, enfin je crois pas, mais si je pense à Yamakasi qui est aussi un film de banlieue où là tout est, complètement, enfin on s'amuse quoi, c'est pas,
Et c'est assumé comme du divertissement, comme quelque chose, voilà, de rigolo qu'on va aller voir et comment toi tu es enfin pas contre ça, mais en tout cas dans ton écriture à toi, c'est Ça dépend, là, pour le coup, c'est autre chose pour moi, tu vois? Yamakasi, c'est pas un film de banlieue au sens social, c'est un film d'action, hyper manichéen, comme beaucoup de films d'action. Ça, c'est vraiment identifier le film que tu veux faire et donc ça implique de réfléchir au genre. C'est pour ça d'ailleurs que j'anime un séminaire sur les genres au CEA. C'est parce que je trouve ça vachement important. Vers quel genre tu veux aller? Si tu es dans un genre film d'action et que la banlieue est une espèce de décorum comme tu ferais les 7 les 7 mercenaires pour le coup, avec du western, tu vois? Bon, voilà, tu fais les 7 mercenaires, tu es pas dans un western, tu es pas dans La Porte du Paradis, tu es pas dans un Missouri Breeze d'Arthur Penn, tu es pas pourtant ce sont aussi des westerns, mais sauf qu'on sait très bien de quoi il est question. Dans La Porte du Paradis, il essaie de te faire, une rétrospective, un petit peu comme The Gang of New York, de faire une rétrospective de la naissance, presque d'une nation, comment il y a une dimension film historique, donc tu te dois d'être au plus près du réel, c'est son but et donc de partager la complexité de personnages, un peu comme, en série 1883 ou ce type d'œuvre où on est dans quelque chose de très Les 7 mercenaires, c'est autre chose, quoi. C'est oui, mais moi, je peux faire les 2. Vraiment honnêtement, c'est la question, c'est juste, qu'est-ce que tu veux faire? Honnêtement, j'adore les films de genre, j'adore, bah, ça se voit, hein, avec Hervé, bon, on a fait beaucoup d'enquêtes criminelles et de thrillers parce que c'est ce que réclame la télé, mais ça m'emmerde. Je me préférerais, aussi que la télé aille vers d'autres genres. Dès qu'on parle de genre à la télé, hop, de suite, c'est enquête criminelle et thriller, c'est dommage. Mais moi, j'adore les films de genre et j'adore en regarder, j'adore en écrire. Mais tu vois, j'ai pas du tout la même façon d'appréhender la chose. Les personnages et cetera ne vont pas du tout avoir cette gueule-là et Sambre n'est pas du tout un polar, pas du tout. C'est une série sociale tirée d'un fait réel, il y a pas d'enquête, ça va d'épisode en épisode, ça va d'échec en échec. Donc, dès qu'il y a une enquête qui s'ouvre, boum, elle se termine, elle se clôt à la fin de l'épisode et tu repars à zéro dans l'épisode d'après. Donc, tu as aucune évolution comme ça de la traque, comme tu peux l'avoir dans une autre série comme, qui parle de la même chose, dans Unbelievable. Enfin, pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, c'est le même point de départ. Mais, où là, tu as une traque, tu es dans un truc beaucoup plus avec 2 flics, et cetera, tu vois? Le Sambre n'est pas ça du tout et heu et c'était aussi le plaisir. C'était de se lancer dans quelque chose qui est beaucoup plus en effet, beaucoup plus près de l'embrasement. Moi, je l'aimais beaucoup dans ma carrière, je l'aimais très l'un à côté de l'autre. Alors que pour moi, Les Témoins, Signature, tout ça, c'est complètement autre chose. C'est vraiment de et donc on pourrait très bien prendre la banlieue comme décorum, c'est ça que je veux dire et partir sur autre chose. On peut se dire: «Bon, c'est la banlieue est un décorum», un peu comme Nid Gap de Florent Milieu-Série où on part sur des jeunes de banlieue, mais c'est tous des personnages, très archétypaux, qui vont dans le film d'action, qu'il veut faire, qui est une espèce d'hommage à John Carpenter et à Saw et tu beau avoir des tu beaucoup plus, là j'accepte beaucoup plus dans Neil Gaiman, qui est un film que j'adore, j'accepte beaucoup plus d'avoir des Ivoires Turner et d'avoir des espèces de caricatures comme ça dans la façon de jouer, dans ce qu'ils sont, parce que ça fait partie d'un genre où on cherche pas du tout le réalisme, au contraire. Même si tu mets trop de réalisme dans ce genre-là, ça va nuire parce que d'un seul coup, on va chercher un fond social, très authentique, alors que ça va pétarader de partout, les mecs, ils vont faire n'importe quoi, les Yamakasi, tu vois? Donc c'est même l'inverse, il faut oui, ça colle pas, quoi. ça colle pas, faut déréaliser, c'est même l'inverse, faut aller vraiment vers des archétypes pour te dire, bah, accepter le côté piège de cristal, speed et cetera, quoi, tu vois? Donc c'est pas du tout la même approche, alors que ça, si tu fais ça dans un film social, et cetera, mais justement là, les moindres clichetons vont clignoter et c'est là où il faut en effet aller vers de la complexité, de l'humanité, une très forte documentation. Tu peux pas te re comment te contenter, simplement de: «Ah oui, ah oui, j'ai déjà vu ça et puis tiens, je vais m'en servir», tu vois? Là, tu es obligé d'aller Mmh. dans tu es obligé d'aller sur place, tu es obligé de enfin, ça d'être au maximum, en relation avec les vraies personnes. Alors sur Sambre, il y avait Ali Giraud qui elle avait fait tout ce travail préliminaire, tu vois? Donc j'ai eu moins besoin de faire ce travail journalistique, je pouvais me reposer sur elle, alors que l'embrasement, il a fallu que je le fasse moi-même, quoi.
OK, bah, écoute, ça fait un petit moment qu'on discute. Moi, je voulais, finir sur quelque chose un peu, différent. C'est que j'ai noté, chez toi, bah, déjà avec, les formations que j'ai pu faire, avec toi et les différents films et tes interviews, que tu as un certain engagement féministe. Alors, c'est pas que «L'Embrasement», c'est un film féministe, mais mine de rien, la flic, que tu montres, bah, elle est très, très complexe. C'est pas juste, madame oui, oui, enfin, un personnage féminin qui serait très doux, très gentil et cetera. Tu la montres, aussi, violente et pas sympa et ça peut paraître contre-intuitif, mais finalement, c'est aussi, représenter les femmes de manière plus réaliste et donc plus féministe. D'où ça vient chez toi? Parce que c'est pas le cas de tous les auteurs quand même. Donc est-ce que toi, tu te ressens comme quelqu'un de féministe déjà? Est-ce que c'est Ah quelque chose oui, que tu as ah là, oui. conscientisé? Bah, oui, ah oui, mais je pense pas que ça j'aurais du mal à définir, s'il y a un truc chez moi, qui sur ce terrain-là, qui me serait lié, je sais pas, à une histoire personnelle, dans mon enfance ou mon adolescence ou quoi. J'aurais énormément de mal, donc je veux pas parler de ça parce que je sais pas du tout, ce que ça d'où ça peut venir. Hem, Féministe, ça c'est certain, parce que ça fait partie de bah, je suis de gauche, tout le monde le sait, et l'émancipation fait partie de la gauche, hein. C'est même une chose que la gauche peut revendiquer, c'est l'émancipation, c'est véritablement quelque chose qui est là, l'émancipation des femmes, des jeunes, des racisés, de l'émancipation de genre, l'émancipation sociale, l'émancipation voilà, pour ça, c'est pas un truc que la droite peut revendiquer. Elle peut revendiquer l'ordre, elle peut revendiquer plein de choses, mais pas l'émancipation. Et donc du coup, ça en fait partie, c'est partie de mon background, de ma philosophie même, ça va au-delà d'opinions politiques, parce que les opinions politiques naissent d'abord d'une philosophie et donc c'est d'abord, voilà, un regard philosophique sur la société, sur, ce qu'est la vie humaine et cetera. Après, je pense que ce qui se joue dans la démarche que j'ai, alors je fais très attention à je suis d'abord quelqu'un qui, dans mon bagage philosophique, fait très attention à l'essentialisme. Là-dessus, je me range vraiment, j'ai cité Spinoza, Sartre est un peu contre-intuitif parce que ça va pas du tout dans la même direction, mais malgré tout, il y a quand même chez Sartre quelque chose qui me plaît beaucoup, qui est l'existence précède l'essence. Ça, c'est quand même très important. Donc, une vie existe avant d'être et donc ça, c'est pas rien. Donc pour moi, c'est le fameux: «Tu ne nais pas femme, tu le deviens» et cetera de Simone de Beauvoir. Donc tu es dans quelque chose où il y a un devenir. On retrouve ça aussi chez Deleuze qui était aussi à gauche. Un devenir qui est pas, tu es femme, tu es homme. Donc c'est ça, c'est pour moi, c'est très important. Tu es noir. Ça, c'est très important parce qu'il y a aussi d'ailleurs à gauche, pour aller dans le sens du féminisme et après je reviendrai à l'écriture, mais il y a quand même ce risque de dire, «Ah, tu n'es pas noir, donc tu peux pas écrire pour les noirs». Ça, malheureusement, c'est des choses que j'ai entendues dans mon propre camp et ça me pose un gros, gros problème parce que, bah, on parlait de l'empathie, non, il faut pas penser comme ça. Si tu n'es pas femme, tu peux pas écrire pour les femmes, je vois pas non, ça me semble et ça marche dans l'autre sens. Une femme peut écrire sur les hommes, elle pourrait très bien écrire, au cœur des hommes. Je pense que ça serait pas du tout, ça donnerait quelque chose sûrement de nuancé parce qu'on a un regard en effet, je ne nie pas le corps, loin de là et être une femme, ce n'est pas être un homme, je vais y revenir, mais le point de départ, il faut faire très attention à ce que ce soit pas une essentialisation, presque une histoire de naissance. Tu es femme parce que tu es née femme. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment là, il faut reprendre vraiment Beauvoir, très voilà, au pied de la lettre et donc il y a ce côté-là. Après dans l'écriture, qu'est-ce que ça donne? Ça donne plutôt que, on revient à l'humanité. Il faut d'abord traiter l'humanité. Il faut d'abord traiter l'humanité. Alors après, que ce soit une femme, un homme, un blanc, un noir, un gros, un maigre, je m'en fous honnêtement, mais alors totalement la confession religieuse, je tu sais quoi? Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est de traiter, dirait, John Truby, le need, de traiter le need du personnage, quoi. De quoi a-t-il besoin? C'est quoi qui l'anime? C'est quoi son moteur? C'est quoi qui le fait se lever le matin? Et là, c'est presque enfin voilà, pour moi, là, le sexe ne rentre, ou le genre ne rentre absolument pas dans l'équation, quoi. Donc je pense d'abord mon personnage, mes personnages, tous mes personnages, je les pense comme ça et même y compris on parlait de la profession, voilà, peu importe que ce soit un jeune des cités ou un flic ou quoi, traiter l'humanité, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce qui fait que ce personnage va être
intéressant et même attachant d'une certaine façon, même s'il fait des trucs pas bien dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il va faire qui va être touchant, que tu vas te retrouver? Tu lis, il est pas sympathique, ce que tu disais avec le personnage de Nathalie Besançon, il n'est pas sympathique, mais tu as en empathie. Tu comprends, ni railler, ni pleurer, ni déplorer, ni rire, ni tu comprends. Tu comprends ce qui est en train de se jouer. Après, j'en reste pas là parce que je suis pas quelqu'un color blind. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Genre, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Alors là, non, faut quand même écouter Oui, j'allais dire, il y a quand même des expériences qui nous construisent et qui font qu'on est humain, exactement, qui sont, exactement, forcément teintées par cette expérience, soit de femme, soit de exactement et là, c'est, heu, s'il y a ah putain, comment Soumaboro, je crois, j'écorche son nom, qui a écrit, le très, 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 très beau livre «L'Hexagone et le triangle et l'hexagone». Heu, voilà, là, il y a des gens qui travaillent là-dessus, et qui ont tout à fait raison de dire: «Attention, le color blind est aussi une façon de maintenir une domination, blanche». Le fait qu'on s'en fout que ce soit un homme, une femme, ça maintient une domination patriarcale et masculine et cetera. Donc faire très attention à ça, je suis absolument pas, là-dedans, «Oh, l'orientation sexuelle, on s'en fout». Oui, mais du coup, c'est pareil, c'est une façon d'invisibiliser, de continuer à invisibiliser le genre et cetera. Donc je suis pas là-dedans. Par contre, je pense que ça doit pas être le point de départ. C'est pour ça que je fais attention à mon propre bord qui peut à un moment de dire: «Oui, mais tu es une femme». Ah ouais, attention, fais attention parce que si on est dans l'émancipation, tu peux pas essentialiser. Tu ne dois pas essentialiser. Donc la difficulté, elle est là, c'est que l'essentialisation, elle vient de l'existence. Croire l'existence précède l'essence. C'est vraiment de la philo que je fais là, mais c'est vraiment important pour comprendre aussi mon point de vue et la façon en quoi j'écris. C'est l'essentialisation, elle va avoir lieu. Quand Sartre dit l'existence précède l'essence, l'essence va avoir lieu. C'est l'existence qui précède, mais elle va avoir lieu. Donc à un moment, tu ne nais pas femme, tu le deviens, et à un moment, tu l'es. Tu l'es parce que la société te le fait devenir. Parce que mmh. toi-même, tu as été éduqué, parce que toi-même, ton père, ta mère, il y a tout un tas de trucs qui va faire que tu es une femme. Sauf que Ça commence très, très tôt, hein, exactement, moi c'est ça qui est intéressant. j'ai une fille de 3 ans, ça commence vraiment Ah ben, surtout aujourd'hui avec, on est revenu à un truc qui honnêtement, moi, dans les années 80, ça n'existait plus. Rose pour les filles, bleu pour les garçons. Honnêtement, là, on est revenu à ça, quoi. Tu rentres dans les trucs, ça dit des choses de notre société. Tu rentres dans les trucs pour les gamins, tu as le rayon bleu et le rayon rose, ça. C'est non, mais ça, catastrophique faut pour pas moi. me lancer dessus parce que c'est un autre podcast encore une fois. Ça Mais il y mais a trop de choses à dire, il y a trop de choses à dire. mais c'est trop de choses, mais c'est intéressant par rapport à l'écriture. Tu vois? C'est-à-dire d'abord traiter l'humanité du personnage et ensuite, oui, c'est une femme dans un monde d'hommes et donc il s'agit de pas ne pas en parler. Il s'agit de surtout pas de ne pas le traiter. C'est un noir dans un monde de blancs. C'est pour ça que je n'ai pas fait de la flic une racisée. Parce que d'un seul coup, il aurait fallu que je le traite. Je ne pouvais pas mettre ce personnage-là comme ça. C'est déjà une femme dans un monde d'hommes. Il y a déjà heureusement un imaginaire qui en 2006 était déjà là. On avait encore une fois beaucoup de Julie Lescaut. Bon, mais par contre, une racisée, hop, c'est ce coup en 2006, tu es là, ce coup, tu dis: «OK, alors qu'est-ce que ça veut dire que d'être ça, et en plus de voter FN?» et cetera. D'un seul coup, tu as un truc qui waouh, ça commence c'est super intéressant. Honnêtement, je suis partant, Lise a raison de soulever le truc, mais voilà, d'un seul coup, là, ça oblige de le traiter, ça oblige on peut pas je suis obligé de partir sur l'humanité d'une flic, donc qui est la même. J'ai même envie de dire d'un flic au sens neutre, tu vois? Ça aurait pu être un homme. Maintenant, je féminise le personnage, donc automatiquement, ça dit quelque chose dans le milieu dans lequel elle est, il va falloir le traiter et ensuite, je le racialise. Ah, 3e couche, tu vois? Où d'un seul coup, tu dis: «OK, il va falloir rajouter cette chose-là en plus, il va falloir le traiter tout ça». Donc Mais d'ailleurs, tu l'as pas traité ça, le sexisme dans la police qu'on sait qui est, assez bah, oui. insupportable. Et là, d'un seul coup, le fait que cette femme me raconte sa petite fille, et comment elle doit faire avec sa gamine, et la crèche le matin et machin et ouais, le mec, ils ont pas tout ça, hein. Les mecs, ils ont pas tout ça. C'est pas pour eux et elle doit aller faire ses courses, quand elle va aller faire ses courses, elle se retrouve, dans une espèce de franc-prix, dans lequel elle est susceptible de croiser tous les mecs, qu'elle arrête.
tu vois? Donc ça, voilà, vas-y. Oui, ça, c'est assez fou de oui, oui, de Et c'est ils vivent dans le même. qui vivent tous ensemble. Donc c'est ça. Donc quand les voitures, elles crament, la scène, elle crame aussi, mais quand l'ascenseur marche pas, il marche pas pour elle aussi. Elle est dans le même bâtiment et donc elle va aller faire ses courses à Franprix, elle va rencontrer le frère d'un mec qu'elle a arrêté. Donc là, ce que m'a raconté cette flic, c'est, bah, du coup, je suis obligé d'aller faire mes courses dans un autre quartier. Donc elle est obligée d'aller faire des kilomètres pour aller faire ses courses, pour ne pas rencontrer des gens, qu'elle a pas envie de rencontrer, tu vois? Mais ça, un mec, il risque de potentiellement pas le vivre, en tout cas pas de la même façon, c'est certain. Donc voilà, les personnages féminins, pour moi, c'est juste alors, pourquoi j'aime bien aussi les personnages féminins? Parce que ça rajoute du conflit, faut être franc. D'un seul coup, il y a quelque chose, on reste encore dans un monde patriarcal, même si les choses bougent. Ça rajoute du conflit. Si même mon personnage, pour être franc, peut être noir ou arabe, c'est très bien. Après, derrière, il y a toute une histoire et c'est là où on voit quand les racisés sont pas encore, justement, ils sont pas invisibles, hein, c'est pas vrai, hein. Ils sont très, très visibles avec tout le problème que ça a justement. C'est que d'un seul coup, bah, ils sont un peu trop visibles. Donc c'est compliqué, mais moi ça me plaît beaucoup parce que d'un seul coup, même si je fais n'importe quoi, un thriller ou un truc, le fait de rajouter un personnage comme ça, d'un seul coup, ça rajoute du conflit. Ça amène quelque chose d'intéressant, des couches dans mon sujet qui enrichissent le sujet. Oui, c'est un simple thriller, mais en plus je peux traiter de ça dedans, donc ça rajoute du conflit. C'est intéressant, pour moi à faire et puis ça permet de dire des choses sur la société dans laquelle, nous sommes, qui, tout le monde l'aura compris, ne me plaît pas des masses en ce moment. Donc, voilà pourquoi il y a beaucoup de personnages féminins. Après, est-ce qu'il y a quelque chose au fond de moi, qui vient de très loin? J'avoue, j'en sais rien. Ouais, c'est peut-être, bah, juste l'humanité en fait de c'est ce qu'on essaye de dire aussi un peu, qu'il y a pas besoin d'avoir une sœur, une femme, une mère, on peut juste, être en empathie avec l'autre, parce qu'il est humain, quoi. Alors et du coup, est-ce que tu as des conseils pour les autrices, par rapport à ça? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il fait bon alors c'est on sort un petit peu peut-être de l'écriture et plus dans l'idée de la production et de réussir dans ce métier. Est-ce que, c'est mieux d'écrire sur des sujets féministes ou de s'en éloigner? Ou est-ce que tu as un avis là-dessus? Je sais pas. Pour l'instant, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup un peu, je vais être terrible, hein, c'est terrible ce que je vais dire, mais, il y a un peu un nos médias fonctionnent un petit peu sur, un terrain de mode, malheureusement. Alors que moi, je trouve, évidemment, le féminisme n'est pas un phénomène de mode, c'est un terrain politique, grave comme le racisme et cetera. Donc mais il fonctionne quand même un petit peu là-dessus, c'est de ça dont on parle en ce moment, donc on va faire des choses là-dessus et puis le jour où on arrête d'en parler, les problèmes sont pas réglés, mais on en parle plus parce que, bah, c'est plus ce dont on parle en ce moment. Malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de ça, dans nos médias, donc on est obligé de faire avec, donc je dirais pas que non, je conseillerais absolument pas forcément aux femmes de traiter des sujets de femmes. Je trouve que c'est pas encore une fois, je suis pas là-dedans, je suis pas dans un rapport essentialiste, je pense que c'est pas une bonne idée de partir avec ce terrain-là. Je pense, on peut même par contre traiter, de la place des femmes dans la société en faisant un personnage de mec et en étant une autrice. Je pense que ça peut faire un truc vachement intéressant d'être autrice et de parler, de mecs dans la société et du coup de parler des rapports hommes-femmes, tout en étant une autrice, tout en étant ça oblige à aller chercher, en plus quand on prend un point de vue qui est pas le sien, ça oblige à aller chercher, des choses. Et c'est là où ça devient intéressant, je trouve. Ça oblige à aller se questionner, à aller enquêter, à aller, documenter, à avoir de l'empathie, à se dire, «Bon, mais alors, concrètement là, je serais, un flic, une femme, concrètement, ça veut dire quoi tout ça? Concrètement, voilà, tiens, j'ai vécu pendant 3 ans dans la cité, ça veut dire quoi, d'y être né, d'avoir été enfermé là-dedans, ça veut dire quoi? Donc, c'est vraiment d'aller chercher là-dedans et heu et et de encore une fois, de partir au tout début, assez ouvert sur, le need du personnage. Il faut d'abord avoir le need. C'est quoi dont mon personnage a besoin et ne pas le ramener à une couleur de peau, un sexe, un genre de suite. Après oui, encore une fois, c'est pas des couleurs blancs.
Après oui, il faudra le traiter. Mais dans un premier temps, le danger et encore une fois de se dire: «On ne peut parler que d'un vécu, moi je suis pas noir, je peux pas savoir ce que c'est, je suis pas une femme, je peux pas savoir ce que c'est» et cetera. Là, je trouve que là, on est c'est réducteur, hein, trop, trop réducteur. Je suis une femme, donc c'est normal que je fasse un sujet sur les femmes et que mon point de vue soit une femme et je pense que c'est pas une bonne idée, vraiment. Je pense que c'est pas une bonne idée. Pourquoi pas se challenger? Pourquoi pas aller chercher dans un autre truc et d'avoir, une bande de mecs, alors que c'est écrit par une femme, quoi. Ça peut être super drôle. Évidemment que ça va parler des rapports, au Après, genre. on peut se dire, des bandes de mecs, on en voit pas mal, déjà. On peut avoir envie de voir autre chose, C'est vrai, mais en même temps, ça dépend de ce qu'on raconte. Ça dépend de ce qu'on raconte. Donc, si c'est pour, nous faire une bande de mecs écrits, par, un mec, avec, tout un truc qu'on a déjà eu 50 000 fois avec une bande de mecs, et je suis entièrement d'accord, on n'a pas besoin d'en avoir en plus, et ça dépend ce qu'on raconte. Donc, je pense que c'est vraiment lié au sujet, et donc ne pas s'interdire au début, OK, je vais traiter tel personnage, donc il y a des fois où c'est évident, là, le genre et la couleur de peau est évidente, mais des fois elle l'est pas, et donc des fois, peut-être qu'on peut, je prends un exemple, mais c'est un pur film de genre, hein, mais Alien, le personnage de Ripley était un mec, hein, dans le scénar, hein. C'est devenu une femme après et c'est super drôle parce que c'était une femme parce que, heu, c'était le personnage qui allait être tué en dernier et enfin, du coup, qui survit même, qui est pas tué et donc ils se sont amusés en se disant, il y a en fait, les femmes, en règle générale, dans ces genres de films d'horreur et cetera, c'est les premières qui sont dégommées. Les noirs et les femmes, c'est les premiers qui sont dégommés et là, il s'agissait un petit peu il y avait eu La Nuit des morts vivants, dans lequel c'est un noir qui survit et cetera. Bon, donc il s'agissait un petit peu un peu de surprendre, d'aller contre les clichés. Donc ce personnage qui est un personnage gradé, devient une femme et il décide de buter le capitaine du bateau, du vaisseau en premier. Donc d'un seul coup, tu as le capitaine du vaisseau qui est donc un mâle dominant qui devrait donc, survivre à la fin parce que mâle dominant et puis tout ce qui devrait me mourir en premier et les femmes en feraient partie. Bah, là, ils décident de faire un truc et pour déstabiliser complètement le spectateur et le faire flipper à mort. C'est pour dire que là, même la question, du genre rentre par rapport à une pure narration. Au début, ils ont des personnages qui sont, et Dieu sait que c'est un personnage qui a énormément compté dans le cinéma, d'horreur, qui a et assez c'est de là que vient, je crois d'ailleurs justement la survivante, dans les films d'horreur mais derrière. évidemment, évidemment, au début, on avait uniquement des comme ça, tu vois? Avec, un grand coup de couteau et puis voilà, tu vois? C'était de la chair à canon, donc d'un seul coup, d'un seul coup, ça devenait autre chose. Donc c'est pour dire à quel point ça a changé la vision des femmes. Quand James Cameron repart avec ce personnage-là, il décide lui, il va à tout prix faire un film d'action. Donc d'un seul coup, il donne à Sigourney Weaver des flingues énormes et cetera. Ben, tout ça va jouer dans l'imaginaire collectif des Lara Croft et cetera. Il y a un truc qui fait que, tu vois, C'est ça important. participe à indirectement. Donc c'est pour ça que, c'est j'allais dire: «Faut s'amuser» dans le sens où qu'est-ce qui est le plus pertinent pour le sujet? Heu et des fois, faut aussi s'interdire. J'aurais pu prendre ce personnage de femme racisée pour exprimer quelque chose, dans l'embrasement et je l'ai pas fait et à l'époque, je regrette pas de l'avoir fait, de pas l'avoir fait parce que c'était pas prêt. On n'était pas prêt pour avoir ça. Il aurait fallu que je digresse. Ça aurait été pas bon pour le Mais film. c'était pas à propos, hein. Non, voilà. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une dernière chose qu'on n'a pas abordée dans ces, 2 heures et demie? Je crois qu'on va découper l'épisode en 2 parce que là, voilà, c'est ça qui se passe quand Lise n'est pas là. Je me laisse aller. Alors, est-ce qu'il y a une dernière chose qui te tient à cœur, que tu as envie de dire sur le film, sur l'écriture de scénario, en général, Qu'est-ce que je pourrais dire sur le s'il y a, de chez toi un je pense regret ouais, qu'aujourd'hui, il faut c'est puisqu'on s'adresse sûrement à des gens qui peuvent démarrer ou ce genre de choses, donc attention, au phénomène série. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur les séries et il y a des projets qui n'ont aucune raison de devenir des séries. L'Embrasement n'avait aucune raison de devenir une série. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait me dire: «Ah, ça serait bien que tu fasses une série». Bon, parce qu'il faut faire des séries. Et je pense en plus que pour démarrer, bah, c'est contre-productif à mort, de faire de la série parce que la série, je
La série, ça demande, c'est vraiment compliqué, enfin, honnêtement, j'aurais pas pu faire Sambre à l'époque où j'ai fait l'Embrasement. Honnêtement, très sincèrement, à l'époque où j'ai écrit l'Embrasement était un challenge, Sambre est un autre challenge et j'étais incapable d'écrire l'Embrasement, en 2006, même si on me l'avait proposé. Donc ça demande, une maturité au sens, écriture, hein, une capacité de la méthodologie, une capacité et cetera. Donc je sais que c'est un peu chiant de dire ça parce que tout le monde demande des séries, mais c'est vraiment absurde. C'est vraiment absurde de demander d'abord tout le temps de la série et en plus, c'est pas bon pour, les jeunes scénaristes qui veulent se former donc attention à ça, c'est un peu un piège, de vouloir à tout prix vendre des séries. Moi, j'ai démarré avec des unitaires, j'ai quand même fait 3 unitaires avant de faire ma première série et ma première série, je l'ai fait quand même avec quelqu'un, qui était réalisateur, qui avait déjà un petit peu de la bouteille aussi, par rapport à moi et quand je dis j'ai écrit 3 films, j'ai écrit 3 films qui ont été tournés. Mais en réalité, j'en ai écrit 20 derrière. Donc j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres qui se sont pas faites et tant pis, tant mieux. Mais il y avait pas, voilà, c'était pas, je pense que c'est un danger un petit peu de partir là-dessus, de vouloir à tout prix, coller un petit peu à ce phénomène de mode. Il faut faire de la série, il faut faire de la série. Voilà. OK, bah, noté, noté. Après, c'est vrai que bon, je vais pas rebondir parce que mais c'est vrai qu'on se dit: «Bah, je vais écrire une série qui sera sûrement pas, achetée par personne, mais peut-être que ça me donnera, bah, un job, quelque part ailleurs, qu'on va me remarquer». Je sais pas, toi, tu penses que c'est pas C'est possible, mais malheureusement, là, c'est un autre problème, c'est qu'il y a de moins en moins de writers room, sauf dans les quotidiennes. C'est beaucoup les quotidiennes qui font des writers room, un peu les shortcoms, dans lesquels parfois il y a aussi le writers room, l'animation dans laquelle il y a des writers l'animation, ouais, j'allais room, dire, mais après prochain, on va parler d'Adrian Fosser. voilà, le problème des séries, c'est que tu vois, on fait plus beaucoup de grandes séries, et j'entends séries au long cours, Un village français, tu vois? Dans lequel tu avais de la writers room parce que, 12 épisodes par an, c'est pas Kevin tout seul qui va les faire, quoi, tu vois? Donc là, tu avais des writers room, le bureau des légendes, voilà. C'est pas du tout évident, là, même depuis les plateformes, ils partent plus sur des séries forcément au long cours, donc ils aiment bien aller vers des mini-séries. Tout le monde c'est bien que et même aux États-Unis, hein, tout le monde s'est remis très clairement à faire, même des comment on appelle ça? Des séries, à thème, type True Detective, voilà, je sais plus comment ça porte un nom, des collections, voilà. On va faire des collections, voilà, type, Monst, de Ryan Murphy, Monster, et cetera, tu vois? Donc, là aussi, c'est pareil, donc du coup, il y a pas besoin de writer's room parce que tu t'écris 6 épisodes et puis alors certes, c'est une série à l'intérieur, tu vois? Fargo, tu peux même changer d'équipe, à la limite, tu vois? À la limite, tu dis: «Bon, bah, le showrunner s'en va, c'est quelqu'un d'autre qui reprend», c'est ce qui était le cas avec, Pizzolatto, qui a pas forcément toujours tout écrit. Donc c'est un peu compliqué, de vouloir se caser en se disant, comme ça a pu être le cas, parce qu'encore une fois, ça l'est de moins en moins même là-bas, où tu dis: «J'écris un épisode» ou «J'écris une série» ou quoi, puis on va voir mes capacités et ensuite on va m'embaucher pour une série déjà existante. Le problème, c'est quelle série déjà existante en France, tu vois? C'est là un peu Mmh. Oui, il y a personne qui embauche. voilà, le problème, il est là, c'est pas vraiment de writers room, si ce n'est de la quotidienne. Donc, du coup, tu vas venir avec ton propre, concept, qui peut très bien plaire à un producteur, mais il va de suite faire appel à quelqu'un comme moi. Et donc la question va se jouer. Quelle va être ta place là-dedans? C'est très inconfortable, hein. C'est inconfortable pour le showrunner, parce que du coup, c'est qui le showrunner? C'est celui qui est à l'origine de la série, c'est celui qui a la bouteille et qui va, tu vois? Donc ça devient c'est très inconfortable. Et des fois, il y a des incompréhensions qui peuvent naître de ça. Moi, je trouve que c'est l'industrie qui pousse à ça, mais en réalité, c'est pas très naturel tout ça. C'est plutôt, voilà, moi je viens avec une série, puis à un moment j'ai besoin de quelqu'un et puis je vais faire appel à toi ou à quelqu'un d'autre parce que là, je sais pas, tu as fait quelque chose ou j'ai entendu parler ou on s'est bien entendu, je sais pas quoi. Il y a tout un tas d'éléments qui vont faire que et puis d'un seul coup de là, il y a pas de malentendu. Il y a un truc qui va bien, qui se fait tout seul avec une formation, comme on le faisait aux États-Unis. Ils avaient bien compris ça aux États-Unis, que c'était aussi une forme d'industrie et qu'il fallait laisser de la place à des nouveaux arrivants. Alors oui, du coup, c'était très gradé, ça pouvait être très chiant parce que tu montais en grade, hein, c'était clairement ça, hein, c'était très
normé, hein, officiellement avec la Mmh. WGA derrière et cetera. En France, on a Très pas hiérarchisé, ouais. voilà, c'était très hiérarchisé. On n'a pas ça en France, ça pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Parce que du coup, comme par quel biais tu rentres? C'est Eh bah, compliqué. bonne question. Voilà. J'ai pas la réponse honnêtement, je suis marché comme tout le monde donc malheureusement, si je l'avais, j'adorerais vous donner le secret. Bon alors pour finir, on fait une toute petite interview, vraiment rapide en un mot, bon si tu as pas la réponse, c'est pas grave, mais voilà 5 petites questions. Quelle est ta série préférée de toujours, de of all times? Heu, Ah, il y en a beaucoup, alors ça, c'est un piège un peu. la première qui vient sous le chapeau, La tac. première qui vient, je pense que c'est ce qui m'a laissé vraiment un impact énorme, il y a The Leftovers de d'Herman Lindelof et aussi, pour cette pareil, cette empathie incroyable parce que c'est un sujet honnêtement qui ne m'intéressait pas du tout et il a réussi à m'émouvoir avec quelque chose qui est très loin de moi, The Crown. Honnêtement, la monarchie anglaise, il y a bien un truc qui m'intéresse pas, c'est ça et il a réussi à me les rendre, tous attachants avec leurs failles et tout, c'est super bien écrit donc c'est ouais, c'est quand même des œuvres, et dont je me sens proche. Parce qu'après, tu vois, The Wire, on a cité The Wire, mais je ne suis pas proche de l'écriture de David Simon. Là, il y a une dimension très intime, forte, dans ces 2 œuvres. On rentre dans l'intimité des personnages, dans justement parler d'une humanité. C'est vraiment des séries qui ont réussi à me faire pleurer, ce qui est quand même, dur quoi, quand même, tu vois? Sur un film encore parfois à la fin. Mais là quand aller à voir la série puis se dire: «Bon s'il faut je vais peut-être chialer à la fin», c'est quand même, voilà, c'est fort. Ils sont brillants. Et du coup ta série du moment, c'est quoi? Alors là, c'est la dernière que je viens de voir, elle est pas du moment parce qu'elle a quelques dates, mais c'est la dernière que je viens de voir, c'est 1883. Moi, je l'ai trouvée vraiment mais super belle. Pareil, très beau personnage féminin de jeune cow-boy, en 1883, une jeune femme, qui a envie d'être cow-boy alors que c'est une femme. Bon bref, elle a pas sa place. On est dans un monde, profondément hostile où la nature est hostile. Aucun manichéisme sur les rapports entre les fameux cow-boys et indiens. Pas non plus un truc, trop, Danse avec les loups, pas non plus là-dedans, dans quelque chose de vraiment, c'est un rapport à la nature. Il y a du Spinoza, il y a du Thoreau, le philosophe Thoreau, il y a vraiment de ça, un rapport à la nature. La nature, n'est ni dans le bien ni dans le mal, elle est sans pitié. Tu tu survis ou tu pas et c'est parfois profondément injuste. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est injuste? Puisque c'est la nature. Un lion est un lion, il attaque, il attaque. Est-ce que c'est un méchant? Est-ce que le lion est méchant? Tu vois? On est là-dedans, c'est fort, ça t'attrape, des beaux personnages, ouais, non, c'est vraiment une belle série. C'est la dernière que je viens de voir. Alors le dernier film que tu as adoré? Je rebondis pas exprès parce que Ouais. Écoute, le dernier film que j'ai adoré, bon, ça va être un peu facile, mais c'est parce que là, tu me prends de court, ça va être un peu facile. Il y a une bataille après l'autre, évidemment, ça va être un petit peu facile. C'est un peu le film, que tout mais le c'est monde pas a grave. tout le monde a envie d'aimer, mais peut-être qu'il y en a un autre, mais là, qui pourrait me venir, qui est encore assez récent. Mais il me vient pas spontanément, donc c'est le premier qui me vient, donc c'est le premier qui gagne. Bah, très bien. Le dernier film que tu as détesté? Que j'ai détesté. Ah putain, là, c'est plus dur. Quel est le film que j'ai détesté? Dernièrement, je me suis dit: «C'est quoi cette, sombre bouse?» Putain, ouais, là, tu me prends de court, là. Putain, ça vient pas spontanément. Bon, Heu, c'est tant mieux, ça veut dire qu'il y a pas quelque chose de non, tordu. qui m'a fait bondir, où je me suis dit, c'est quoi, tu vois? Parce qu'à détester, ça veut dire détester. Je critiquais Bac Nord, mais c'est pas du tout un film que j'ai détesté. C'est un film qui m'a irrité profondément, ça c'est clair dans ce qu'il raconte. Mais, c'est un film réussi, tu vois? Quelle est vraiment la dernière bouse que j'ai vue? Ben, écoute, non, là, comme ça, tu vois, ça vient pas, tant mieux, ça m'est Bah, c'est ça, ah ouais, tant mieux. pas été le cas. Et alors pour finir, le meilleur personnage jamais écrit, série, film,
Ah putain, qu'est-ce que c'est dur les questions que tu poses là. Un un beau personnage, un beau personnage très humain. Oh là 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 là, ça demande vraiment une vraie réflexion parce que là, d'un seul coup, il y a des choses qui viennent, mais si je me dis: «Ouais, non, non, c'est pas à la hauteur de vraiment», c'est vraiment le truc où après tu es là, tu te dis: «Bon, bah, putain, merde, non, mais c'est ça qu'il fallait que je dise, c'est ça qu'il fallait que je rac». Ouais, mais j'aime bien aussi le 1er truc Le qui vient côté, et tu poses la comme ça, question, après après il y a derrière pas grave, personne ne tient des notes, pour dire: «Ah, il a dit non, ça». mais quand même, c'est enregistré. Il y a donc c'est des notes. Hem, non, écoute, là, j'ai revu pour la force des choses, Apocalypse Now et donc j'ai revu le personnage de Martin Sheen qui est, remarquablement, tout bien écrit, la voix off, ce que le comédien dégage. Alors je sais que là, je cite un classique, mais, c'est un beau personnage. J'aime beaucoup aussi beaucoup ce qui me vient là comme ça de grands classiques aussi. J'aime beaucoup le personnage de Ray Liotta dans Les Affranchis. Tout ça, ce sont des personnages extrêmement complexes. On parle de féminisme. Grand personnage, le personnage de Gina Roland dans Une femme sous influence. Pareil, c'est très chouette ça, tu vois? Ça, c'est des personnages que alors celui-là, j'aurais aimé l'écrire. Les autres, non. Martin Sheen, ça, c'est juste des personnages qui m'ont attrapé. Par contre, Une femme sous influence, ça, c'est un parler là, voilà, tu vois, de personnage atypique, tu vois? Un personnage féminin, enfin, ouais, schizophrène, pas d'autre terme, hein, qui parle toute seule, qui est un personnage super borderline. Qu'est-ce qu'on fait de Qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un comme ça? Ce qui est joli en plus, c'est que le film n'est pas écrit du point de vue de on l'oublie, mais il est pas écrit, du point de vue de Gina Roland. Il est écrit du point de vue de Peter Falk, de son mari, qui sait pas quoi faire avec cette maladie par rapport à ses enfants. C'est comme ça, il y a pas de bon, pas de bien, pas de mal. On est juste face à une situation dont il essaye de se sortir. C'est tout à fait le genre, d'œuvre que j'aime. Quand on pose une situation, on essaie de voir toute la complexité de la situation et on juge pas et on essaie de regarder comment tout ça se dénoue. Ouais, allez hop. Allez, c'est bon, il y aura tu m'en as sorti 3 quand même. Ouais, ah bah, ouais, Pas ouais. t'empêcher. Bon, tu m'as fait un podium, c'est pas mal. Et ben, du coup, scriptologie, c'est fini. Merci beaucoup Marc d'avoir partagé tous tes petits secrets avec nous Merci et à pour ton toi. expertise, ton temps, ta verve légendaire. On est vraiment, j'ai dit «on», mais non, je suis vraiment ravie d'avoir pu discuter avec toi, hem et voilà, merci. Je t'en prie, bah, salut tout le monde, au revoir tout le monde et puis Salut tout le monde, je vous alors je vais retrouve. quand même lancer ma pour, le prochain épisode, donc bon, bah, c'est la fin. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre, parlez-nous si si ça vous a plu. Scriptologie, le podcast, c'est disponible sur toutes les plateformes où vous écoutez des trucs et aussi sur YouTube et bien sûr les réseaux sociaux, Insta, LinkedIn, Scriptologie podcast et la prochaine fois, on va recevoir Cédriane Fossa, la reine du cross média qui va nous parler d'une série d'animation et en particulier des 3 épisodes qu'elle a écrits toute seule parce qu'en général, tu en parlais tout à l'heure, c'est, collaboratif comme système d'écriture, mais là, c'est les 3 qu'elle a écrits elle sur Oscar et Malika sont toujours en retard. Voilà, c'est 11 minutes d'aventure, de science-fiction, de drama et beaucoup de comédie. Donc on va explorer ça avec elle. Donc voilà, comme d'habitude, il faut regarder un petit peu les épisodes avant de venir, sur notre podcast. Bon, si vous voulez, hein, si vous voulez pas, c'est pas grave non plus. On n'a toujours pas de catchphrase, mais ça viendra un jour, c'est promis. Ciao à tous, et on se retrouve le mois prochain avec Lise. Merci beaucoup Marc. Scriptology, lead podcast sur l'écriture de scénarios. Scriptology, on discute avec un auteur. Oh, Scriptology, c'est la fin, mais on vous donne